Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons jouer avec OpenCV, la très célèbre bibliothèque d'analyse et de traitement vidéo disponible en C++ et en Python. Cette fois-ci, on va jouer avec Python, qui vous permet en fait de faire plein de choses qui impliquent du traitement ou de l'analyse d'images. Alors moi, dans mon cas, dans le cadre de ma thèse par exemple, j'utilise pour analyser la nage de microalgues, pouvoir voir quelle direction elles vont, à quelle vitesse, si elles vont vers de la lumière ou si elles s'en éloignent. Mais pour vous, pour des projets personnellement, bien vous pouvez utiliser OpenCV pour faire de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance d'objets, du comptage automatisé, scanner des QR codes. Vraiment, il y a plein de choses assez sympas qu'on peut faire avec OpenCV. Mais il y a un souci. Dès qu'on veut commencer un nouveau projet avec OpenCV, il faut tout recommencer à zéro. Le code pour gérer la sélection du fichier ou la sélection de la caméra, devoir lire les frames successivement, gérer le fichier quand il n'y a plus de frames à lire, faire en sorte que le fichier ne crache pas, mais correctement le fermer, éventuellement devoir afficher le flux vidéo et pouvoir interagir avec. Enfin, ouais, toute cette partie manipulation du fichier vidéo, c'est pénible. Et après, on va rajouter à ça, évidemment, les algorithmes. Parce que si vous voulez faire de l'analyse d'image, vous voulez prendre un algorithme qui fait ce que vous voulez, genre de la détection de contours. Et ces algorithmes, même s'ils peuvent s'implémenter en une seule ligne grâce à OpenCV, eh bien, il va falloir quand même jouer sur les paramètres. Des fois, il faut changer leur sensibilité, les seuils de détection, la taille maximale, minimale, et plein d'autres choses, en fait. Et ça, eh bien, pour trouver les paramètres optimaux à vos conditions, souvent ça se fait par tâtonnement. Donc on va essayer, voilà, je mets 30, je lance mon script. Non, ça marche pas. Pas grave, je retourne dans le code, je modifie le 30 en 40, je lance. Ça marche toujours pas. Bon ben, on refait, allez, 50. Ah, c'est bon, 50, c'est bon. Ouais, mais sauf qu'en fait, il y a 3 autres paramètres qui sont interdépendants qu'il va falloir jouer avec, c'est compliqué. Et en plus, c'est pas tout. Une fois que vous avez trouvé ces paramètres optimaux, eh bien, ils sont souvent spécifiques à la vidéo que vous avez. Si vous changez la résolution, le type d'éléments observés, les conditions d'éclairage, eh bien, des fois, il va falloir tout rechanger. Et donc, ça serait quand même sympa d'avoir un moyen de pouvoir modifier simultanément, avec des petits sliders par exemple, des petits boutons, de pouvoir modifier les paramètres de ces algorithmes et de voir en direct, en temps réel, l'effet que ça a sur votre vidéo. Donc vraiment pouvoir avoir la vidéo, jouer sur les éléments et voir comment ça change, puis évidemment sauvegarder ces paramètres. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans ce code template. Évidemment, vous trouverez le lien dans la description, il se trouve sur mon GitHub, qui va permettre d'une part de gérer toute la partie fichier vidéo, comme ça vous, tout ça c'est déjà géré et la seule chose que vous récupérez c'est des frames à la vitesse que vous voulez, et d'ensuite eh bien, créer une interface graphique via PySimple-GUI, qui est une extraordinaire bibliothèque de création d'interfaces graphiques en Python, qui est super simple, super rapide, super intuitive, et de pouvoir donc créer cette interface graphique qui vous permettra eh bien, de sélectionner vos fichiers déjà, mais surtout de pouvoir changer les paramètres de vos algorithmes et de voir l'effet en temps réel. Alors comme le template ESP-UI que j'ai fait dans une précédente vidéo, le code en lui-même, si vous le téléchargez et que vous le lancez, il fait pas grand chose, c'est juste une sorte de player de vidéo sans le son, pas ouf. Mais l'idée c'est évidemment que vous puissiez modifier, adapter ce code à votre usage spécifique, que le template il gère les fonctions de base et vous allez rajouter quelques petits éléments par-ci par-là pour votre projet. Et donc juste vous accélérez et vous simplifiez la tâche. Et si ça vous intéresse, eh bien alors restez sur la vidéo parce qu'on va vraiment voir en détail comment ça marche et comment vous pourriez vous emparer de ce projet pour l'adapter à votre usage particulier. C'est parti! Mais alors, que fait ce code? On va le voir dans la vidéo, mais si jamais vous ne suivez pas tout, vous oubliez les choses, ne vous inquiétez pas, tout est plus ou moins bien résumé, je l'espère, dans le repo GitHub que vous retrouvez dans la description. Mais ici, évidemment, on va le voir en direct. Donc quand vous lancez le code, ça va normalement vous ouvrir cette petite fenêtre. Alors bien quel est le style d'un logiciel de Windows 95, j'essaie de la rendre la plus intuitive possible. Et la première chose qu'on peut faire, évidemment, c'est sélectionner la vidéo. Soit sélectionner une vidéo préenregistrée ou alors accéder à une webcam. On peut choisir sa résolution et choisir l'index de la webcam. Généralement, quand vous avez une seule webcam sur votre PC, c'est la webcam 0, 1, 2, 3 si vous en avez plusieurs. Dans mon cas, on va prendre un fichier préenregistré vu que la webcam elle est en cours d'utilisation. Et si on clique sur Browse, eh bien, ça ouvre un gestionnaire de fichiers et on va pouvoir sélectionner un fichier vidéo. Voilà, celui-ci par exemple. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir cliquer sur Start File et quand on lance le fichier, eh bien,
il va apparaître, on voit la vidéo, ça nous donne même la résolution et le framerate théorique de votre fichier vidéo, ce qui peut des fois être utile pour automatiquement ajuster certains paramètres de vos algorithmes. Et là, bah, on voit des magnifiques petites Euglena gracilis, algues avec lesquelles je travaille. Et puis, comme pour un gestionnaire, enfin le player de vidéo assez classique, on va pouvoir en fait mettre la vidéo en pause. Vous voyez, on peut changer également sa vitesse, faire aller plus rapidement ou plus lentement. On peut évidemment renvoyer le fichier à 0 en le relançant depuis le début. Et en plus de ça, j'ai implémenté ici une petite progress bar qui nous donne l'avancement de la vidéo de manière générale, mais en plus vous allez pouvoir vous-même avancer ou reculer dans la vidéo. Voilà. Et là, ça nous donne le framerate en direct et le framerate sur les 30 dernières frames, donc la dernière seconde en fait de vidéo, grosso modo. Donc ça déjà, ça vous évite pas mal de problèmes à devoir tout réimplémenter. Aussi un truc sympathique, c'est que quand vous arrivez évidemment au bout de la vidéo, ça va pas cracher, hein, pas d'inquiétude, ça va juste tout simplement fermer la fenêtre, voilà, et vous pouvez soit resélectionner vos vidéos, lancer une webcam ou relancer ce même fichier si vous n'avez pas fini ce que vous vouliez faire. Ensuite, nous avons également ici la partie annotation de l'image. Vous voyez que le framerate apparaît en direct, on va pouvoir le cacher si ce n'est pas nécessaire. Et nous avons également ici un petit marquage qui va nous permettre de réaliser des mesures dans l'unité que vous voulez. Par défaut, c'est des mesures en pixels. Donc voilà, ça vous dit, cette distance-là correspond à 100 pixels. C'est très cool si on fait de la microscopie, mais des fois ça peut aussi être utile pour mesurer des objets. Vous pouvez également cliquer avec le clic gauche sur le player vidéo pour mesurer directement des éléments. Là par exemple, je peux savoir que cette algue fait 72,8 pixels. Ici elle en fait 64,5, je crois que vous comprenez le principe. Avoir des mesures en pixels pour des microalgues, c'est pas très pratique. Moi je voudrais plutôt avoir des choses peut-être en millimètres ou en micromètres. Eh bien vous allez pouvoir en fait éditer la mesure de référence ici. Là par exemple ça nous dit juste mesure 100 pixels, voilà, et 1 pixel égale 1 pixel, plutôt logique, mais dans le cas de mes microalgues, eh bien je vais plutôt dire que je veux une valeur de référence en micromètres, et on va lui donner une valeur de calibration. Dans ce cas-ci, je l'ai mesuré à 0,75, donc ça veut dire que dans l'image, 1 pixel correspond à 0,75 micromètres. Comment est-ce que j'ai trouvé cette valeur? C'est assez simple, hein. Je vais observer à l'image un objet de taille connue. Alors il existe des lames de calibration de microscope où on va dire, voilà, entre ces deux barres-là, il y a 100 micromètres par exemple. Je mesure la valeur en pixels, je convertis ça en micromètres, et donc voilà, ça me permet d'avoir cette valeur de calibration. Et donc quand je lance mon fichier, maintenant on met à jour. Je peux avoir ici la mesure qui s'update en micromètres, et si je veux faire mes mesures, hop, 39,7 micromètres. Super. Elle fait, hop, 41,4. Vous pouvez évidemment changer ça en millimètres, en centimètres, en mètres selon votre usage. Et cette valeur de référence, bien évidemment, on peut la cacher si on n'en a pas besoin, c'est pas toujours nécessaire. Donc ça, c'est la partie manipulation, affichage de fichiers vidéo. Et l'autre élément intéressant de ce template, c'est évidemment la partie algorithme. Alors là, c'est une démo assez simple, hein. C'est de la détection de contours. Et donc si je relance mon fichier, vous voyez que là, on a la détection de contours qui se fait. On peut changer ici les différents paramètres de cet algorithme-là en particulier et voir en fait leur effet sur notre vidéo, tout simplement. Et on peut à tout moment passer entre le mode détection de contours et vidéo brute. Là, c'est vraiment une démo toute simple, hein. Vous allez pouvoir aller ajouter vraiment vos paramètres, vos algorithmes, en avoir un ou plusieurs à la suite. Vous allez pouvoir recréer des nouveaux onglets. Là, c'est vraiment juste pour dire, regardez, voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien, ça fonctionne assez simplement. Dernière chose que vous allez retrouver ici sur la vidéo, c'est la partie show vidéo. En fait, pour afficher ici la fenêtre et le flux vidéo, ça va vous prendre du temps en fait, du temps CPU, parce qu'évidemment le CPU il doit faire le rendu de l'image et l'afficher sur votre écran, donc ça demande un petit peu de calcul, et aussi il va devoir gérer cette fenêtre. Et en fait pour rendre cette fenêtre réactive, pour que quand vous cliquez dessus elle bouge, il va devoir à chaque fois afficher l'image, dire ok, est-ce que quelqu'un a cliqué sur la fenêtre et est en train de la bouger, afficher l'image, attendre, et en fait ça va faire en sorte que le temps qu'il y aura en 2 frames sera de minimum 1 milliseconde. C'est pour ça qu'en fait là, vous voyez, je suis limité à 1 milliseconde. On ne peut pas aller à 0 parce que si on va à 0, la fenêtre elle va cracher en fait. Ce qui fait que ça limite votre framerate, pas que pour une raison de puissance de calcul, mais simplement à cause de ça, en fait, du fait de gérer cette fenêtre là. Et donc quand vous avez ajusté vos paramètres
de vos algorithmes, eh c'est pas forcément nécessaire de voir en direct à chaque fois le flux. Et donc j'ai rajouté cette option qui vous permettra de désactiver la fenêtre et de gagner normalement directement en framerate. Et on va le voir ici. Là, on tourne au maximum dans les 200 fps. Si je coupe l'affichage de la vidéo, on est plutôt sur du 400, 500 quoi. Ouais, donc ça va beaucoup plus vite. Alors là, ça va très vite parce que évidemment, il n'y a pas de traitement particulier de l'image. Si vous avez des algorithmes qui sont assez lourds, vous n'aurez pas du 500 fps, vous serez quand même limité par le temps de traitement de l'image. Mais généralement, cacher la vidéo, ça vous fait à minima gagner 1 milliseconde par frame, ce qui peut être quand même assez intéressant quand vous avez des gros fichiers vidéo. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour l'interface en elle-même. Maintenant on va aller un peu se plonger dans le code pour voir comment modifier cette interface, comment rajouter des fonctionnalités. Eh bien regardons donc en détail ce code. Alors vous voyez que j'ai essayé de me motiver à le commenter au maximum pour vraiment le rendre intuitif, mais on va quand même l'explorer étape par étape. Première chose que vous pouvez remarquer, c'est oh tiens, pourquoi est-ce qu'il y a la bibliothèque multiprocessing? En fait, ça, c'est pour vous permettre de garder une interface graphique réactive, même quand vous aurez des traitements d'images qui pourraient être assez lourds, assez coûteux pour le CPU. En fait, voilà, là on va reprendre notre fichier vidéo, je le réouvre, et vous voyez que si là, par exemple, dans le code, je mets un délai de 100 millisecondes, eh bien, malgré tout, la fenêtre reste quand même très réactive, et ça, c'est grâce à multiprocessing. Parce qu'en fait, la partie OpenCV tourne dans un process, la partie interface graphique tourne dans un autre process, et même si votre analyse OpenCV tourne à une image par seconde, vous aurez toujours lui qui est réactif, qui est rapide, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a multiprocessing qui a dû être mis en place. Le moyen qu'il va y avoir de communiquer entre ces deux process, c'est en passant par des queues qui permettent de dire voilà, j'ai cliqué sur un bouton, j'envoie ça à OpenCV, OpenCV réagit. Quand OpenCV des fois on fait des calculs, genre par exemple le calcul du FPS, il renvoie l'information à l'interface graphique et ça la met à jour. Ensuite, nous avons les calibrations, les valeurs de calibration par défaut. Là, on initie les classes qu'on verra tout à l'heure. On a ici une petite fonction callback. Donc ça, la fonction callback, la mouse callback, c'est quand vous allez cliquer sur la frame d'OpenCV, eh bien vous allez pouvoir avoir des éléments, des actions différentes. Là par exemple si vous faites un clic gauche, eh bien ça permet de mesurer comme je vous l'ai montré avant. Vous pouvez utiliser le clic droit, le bouton du milieu et simplement le déplacement de la souris selon ce que vous voulez faire. Donc, voilà, ça vous y avez accès assez facilement, il est déjà prêt à être utilisé. Ensuite, on a la boucle principale, donc là simplement on démarre l'interface graphique, on va récupérer les éléments qu'il y a éventuellement de l'interface graphique, et puis nous allons pouvoir lire les frames, en fait, vidéo read, il va relire chaque fois les différentes frames. Là, c'est simplement récupérer, tiens, est-ce qu'on a cliqué, est-ce qu'on a joué sur un slider sur l'interface graphique, et ensuite, on a les différents éléments qui se passent. D'abord, on affiche la taille de référence, si elle est activée. Ensuite, on va afficher le framerate, s'il est activé. Ensuite, on va réaliser une analyse d'image, donc c'est là que vous allez rajouter vos propres algorithmes pour votre cas particulier. Et ensuite, on va afficher ou non la vidéo, comme j'ai montré aussi avant. Vous pouvez activer, désactiver. Si elle est activée, on doit créer une fenêtre, la nommer, lui donner une résolution et mettre une image à l'intérieur. Et puis ensuite, vous allez avoir la réaction aux différentes actions de l'interface graphique. Alors ici, vous voyez que la nomenclature est assez importante. L'idée, c'est que quand vous allez rajouter un bouton, un élément de votre interface graphique, vous allez devoir lui donner un groupe et un topic. C'est une structure que je trouvais assez simple à faire, qui sont séparées par un petit tiret. Et l'idée, c'est que vous allez par exemple avoir toutes les actions, toutes les fonctions de la catégorie vidéo, vous voyez, dans le groupe vidéo. Et en fait, par exemple, le bouton pause, il s'appellera vidéo-pause. Et comme ça, on va pouvoir dire, ok, ça c'est tout ce qui implique la vidéo, ça c'est tout ce qui implique la partie démo, donc l'algorithme qui nous intéresse. Donc c'est vraiment pour classer les choses facilement. Et là, vous retrouvez en fait les différentes fonctions qu'on a montrées. Le bouton pause, le bouton qui update la taille, la calibration, la partie qui lance le fichier, la partie qui lance la webcam, la progress bar, le petit bouton pour activer et désactiver la vidéo. Plutôt ok. Et dans la partie démo, c'est les trois sliders en fait qu'on voit ici, les petits sliders de ceci. Voilà, ça c'est blur, le threshold 1, le threshold 1 numéro 1 et le threshold numéro 2
c'est assez facile. Et ensuite, eh bien, c'est tout. Voilà, et là vous avez la fin. Quand vous cliquez sur la petite fenêtre ici, eh ben, ça ferme tout. Le script s'éteint et puis terminé. Donc là, ici, assez intuitif. Vous n'avez pas forcément rajouté beaucoup de choses, vous. Si vous voulez rajouter des éléments, eh bien, c'est dès que vous créez des nouveaux boutons, comme pour la partie démo, vous rajoutez la partie qui permet de récupérer les valeurs de l'interface graphique ou de faire des choses. Tout le reste ici, c'est vraiment les fonctions de base. Ça, c'est donc pour la partie principale, la main, la fonction principale, quoi. Ensuite, comment créer des éléments dans notre interface graphique? Comment rajouter des petits boutons? Et bien, on va aller dans ce cas-ci dans le script GUI.py. Et là, eh bien, on a la structure d'une interface graphique avec PySimple.GUI. Je vous mettrai évidemment le lien de cette bibliothèque dans la description pour que vous puissiez aller voir la doc et un peu vous familiariser avec ça. Mais l'idée, oui, c'est que c'est assez simple. Chaque élément ici, chaque ligne qu'on rajoute, c'est une partie de l'interface graphique. Donc on va rajouter les boutons, le texte, le slider, le texte. Donc par exemple, ça c'est le top layout. Si je relance mon script, on va voir à quoi ça correspond. On est donc en fait sur ceci. Ça, c'est le bouton pause, ça, c'est Start File, ça, c'est le slider qui est ici. Là, on va avoir le texte qui affiche le framerate actuel. Ça, c'est donc sur une seule ligne de notre interface graphique. Puis ensuite, eh bien, on passe à une ligne suivante. On a ici un autre élément avec la checkbox, le séparateur vertical, le texte et un autre slider. Vous voyez, chaque élément de l'interface graphique est découpé comme ça. Donc chaque bloc ici correspond à une ligne sur l'interface graphique. Et on peut évidemment séparer les éléments par tab. Donc là, on a la partie vidéo. Et dans la partie démo, eh bien, on a un onglet séparé. Donc c'est pas plus ici. Vous pouvez évidemment rajouter une table supplémentaire. Vous voyez, démo 2 par exemple. Eh bien, démo 2, ce sera égal à, on reprend donc cette structure ici comme ça. Et vous allez dire, ok, ben moi je veux du texte. Voilà, et dans ce texte, on va dire par exemple, hello. Voilà, c'est simple que ça. Ensuite, eh bien, on va dire, quand on crée l'interface graphique, ok, je veux autant de tables et voilà leur layout. Donc si vous rajoutez un nouvel élément, vous allez devoir en fait ici, et c'est bien mis, hein, voilà, vous allez devoir rajouter votre nouvelle tab. On fait ça, CTRL-C, CTRL-V. Lui, il s'appelle Démo2. Hop, Démo2. Et donc là, si je relance mon script, on devrait avoir un nouvel onglet avec simplement Hello qui apparaît dedans. Regardez, Démo, il est ici. Et là, on a Hello. Donc, vous voyez que c'est ultra rapide, ultra simple de rajouter des éléments dans votre interface graphique. Ça se fait en quelques lignes de code. Mais ça, pour aller en détail, je vous laisse aller voir la doc de PySimple.GUI. Et si ça vous intéresse, peut-être que je ferai limite carrément un tuto à part entière pour la création d'interface. Si ça vous intéresse. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'important, d'intéressant ici. Là, on a effectivement la partie qui gère l'échange entre les deux process. Donc ça, c'est tout simple, hein, ça lit la frame, donc ça lit l'interface graphique, voir si vous avez cliqué sur des boutons. Et ici, c'est l'inverse, ça permet d'update les valeurs, tout simplement. Et enfin, eh bien, on arrive aux fonctions. Et donc les fonctions, elles sont organisées sous forme de classes pour plus facilement structurer le tout. On a d'une part la partie vidéo, normalement dans laquelle vous ne devrez pas toucher à grand chose. Donc là, on initie tous les éléments qui permettent d'avoir les références de taille, le compteur de FPS et récupérer les informations de la vidéo. On a la partie qui va ici lire les frames successives et en plus calculer le temps qu'il y a eu entre deux frames pour définir le framerate actuel. Ça permet de changer la position dans la vidéo, donc c'est lié à la progress bar. Ça ferme la vidéo. Ça permet de changer la résolution des webcams. Ça calcule le FPS. Ça permet de définir les FPS. Voilà, ça c'est des fonctions assez simples. Pour la partie mesure, c'est ce qui permet donc de faire deux clics sur l'image, sur la fenêtre OpenCV et de calculer une distance. Et vous avez la partie qui permet de dire, ok, c'est le clic 1, c'est le clic 2, puis mesurer la distance entre les deux coordonnées. C'est plutôt simple. Et enfin, on a ici la partie démo. Donc vous voyez ici tout ce qui permet de faire la détection de contours, donc qui serait en fait l'exemple de comment vous pourriez prendre ce code-là et rajouter une fonction, c'est 3 lignes quoi. C'est littéralement 2 lignes même pas. En fait, le but vraiment de ce code, c'est que on a ici le video read, vous voyez ici ceci, qui va à chaque fois lire les frames de votre fichier vidéo. Ça vous donne donc une variable qui contient la matrice de pixels en fait, et la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre cette frame et faire quelques analyses dessus.
C'est juste aussi simple que ça. Et donc quand vous voulez rajouter des nouvelles fonctions, eh bien vous rajoutez ici une classe avec ce que vous voulez faire. Vous voyez que la seule chose qu'il a besoin c'est une frame. Là bah, vous voyez on va simplement faire un petit flou pour limiter le bruit de l'image. On fait la détection de contour et puis on renvoie la frame, on l'affiche. Terminé. Donc voilà. Là, si vous voulez faire des fonctions custom, eh bien, vous en rajoutez une nouvelle. Imaginons, regardez, on va en faire une très simple hein, pour vous donner l'exemple. On va par exemple dire, nous ce qu'on veut c'est black. Allez, on va y arriver. And white. Ok, donc ça c'est simplement une fonction qui mettra l'image en noir et blanc. On n'a pas vraiment besoin d'une classe pour un truc aussi simple, mais c'est pour que vous ayez une idée. On n'a pas vraiment besoin de particulier, de variables d'initiation particulière, vu qu'il nous faut juste une frame. Donc on va par exemple créer une fonction qui s'appelle process. Voilà, seule chose dont il a besoin c'est d'une frame. Et ensuite, eh bien, nous allons simplement dire, voilà, frame sera égal à... Comment faire pour trouver les fonctions d'OpenCV? Eh bien, on va tout simplement dans la doc d'OpenCV. On va aller ici, par exemple, faire OpenCV Gray Frame, un truc comme ça. Voilà. Converting to Grayscale. C'est vraiment un tuto, c'est un tuto random sur lequel je tombe. On va regarder ici. Voilà, c'est CV2, CV Color Frame, super. On copie ça. On vient le coller ici. Là, ça nous prend notre image, ça la met en noir et blanc, et après, on va la renvoyer, quoi. Voilà, tout simplement. On retourne dans notre code, on remonte ici en haut, on va du coup dire black and white. Alors on va même enlever les majuscules, en fait, ce sera plus simple. Voilà, bon évidemment, donner des noms un peu mieux faits, parce que là tout en un mot c'est pas très intuitif, mais vous comprenez l'idée. On l'initialise avec rien du tout, parce que c'est pas nécessaire. Et ensuite, eh bien, ça voudrait dire que ce qui nous intéresserait, serait carrément de rajouter en fait une checkbox en fait dans notre interface graphique. Donc ce qu'on peut faire c'est récupérer la démo que je vous ai montré ici. On va lui donner un autre nom ici par exemple. Voilà. Black and white. Ici on va dire passer l'image ou plutôt ouais, passer non, il faut que j'escape ça. L'image en noir et blanc. Hop. On va avoir besoin d'une checkbox, petite checkbox, comme ça, tac. Cette checkbox, on va dire activer par exemple, activer, voilà. On va reprendre ce système, vous voyez que je vous avais dit de groupe et de topic. Là, on est dans une démo, sauf qu'au lieu de faire une edge detection, on va plutôt faire black and white, par exemple. Par défaut, il n'est pas activé. Ça me semble plutôt bon. Ouais. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retourner dans la main loop. On va aller ici dans la partie sélection du groupe et du topic. On n'est pas dans la partie vidéo, donc ça, on peut le cacher. On est dans la partie démo. Sauf que ce qu'on va en fait avoir ici, c'est remettre un match, comme on a ici. Vous voyez, hop. Voilà. Et là, on va en mettre un pour le Edge Detection, donc on va reprendre son nom. Lui c'était... où est-ce qu'il est, il est ici. Il est ici, voilà, Demo Edge. Ok, donc on va bien avoir ceci. Ça c'est pour simplement que quand on clique sur le bouton, ça n'active pas les deux en même temps, hein, bien sûr. Voilà, voilà, et voilà. Hop, il faut que je remette encore un espace ici. On va faire une tabulation. Et ensuite, eh bien maintenant, on va avoir case black and white, comme ça. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est de dire frame est égal à black and white point process frame. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Est-ce que c'est le cas? Revérifions. Non. Justement, là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je programme le truc en direct. En fait, ici, c'est pas vraiment ça qu'on va devoir faire. C'est plutôt... En fait, lui, on n'a pas besoin de ça.
Lui, on n'a pas besoin, dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin, il n'y a pas d'éléments à faire en particulier. Donc ce qu'on va plutôt simplement faire, en fait, c'est, remarquez que c'était quand même pratique de faire cet élément-là, c'est de venir tout simplement ici, dans la partie loop, qui se trouve ici, voilà, en fait, de juste nous dire, eh bien, si la partie frame est activée, voilà, en fait, c'est à cet endroit-ci qu'on va aller, black and white. On va dire, si dans l'interface graphique qu'on récupère depuis la queue, on va avoir tout simplement la partie démo black and white qui est activée, donc qui est vrai en fait, c'est le cas ici. Et bien dans ce cas-là, on va pouvoir mettre le truc que j'avais mis mais je l'ai complètement oublié, super, qui va donc être ici. Frame est égal à black and white process frame. Voilà. Là, normalement, c'est bon. Dans la partie que je vous ai montré avant, l'idée, c'est plutôt quand vous devez modifier de façon permanente un élément. Donc, typiquement, c'est pour la partie avec le changement des valeurs des algorithmes. Vous voyez, ici, c'est pour le blur, trash, trash 1, trash 2, qui correspondent en fait ici à notre fonction. On avait eux qui doivent être modifiés, mais vu que notre black and white, en fait, il n'a pas besoin de paramètres, on n'aura pas besoin de toucher à ça. Mais je le laisse quand même dans la vidéo, comme ça vous voyez les deux endroits où vous pouvez jouer en fait. Et comment corriger votre code si vous vous trompez d'endroit. Donc finalement c'est pas plus mal. On va faire comme si c'était prévu et scripté. Hein. Mais donc là maintenant on va lancer le code. Alors je viens de le faire en direct donc j'espère que ça va fonctionner. Ok. Je lance mon fichier de tout à l'heure. Je lance ça. On va dans Black and White. On active. Vous voyez, ça a été simple. Hein. Et alors on peut aussi désactiver évidemment le sideref et le FPS. On a simplement notre image qui se met en noir et blanc. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'on va pouvoir quand même... là, on peut pas le faire. Okay. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire? Tout simplement parce que c'est normal. Ça change évidemment le lore dans lequel on le fait. C'est que si on fait la détection de contour puis qu'on met l'image en noir et blanc, il va pas être content parce que l'image, la détection de contour nous rend une image qui n'a pas le bon format. Donc ça, des fois, il faut faire assez gaffe de faire en sorte que deux algorithmes qui ne sont pas intercompatibles ne puissent pas en fait fonctionner en même temps. Et ça, ça peut être assez simple. Hein, voilà, pour éviter le bug qu'on vient d'avoir, il faudrait lui dire un truc du genre ça. Si. Voilà, un truc genre ça. À mon avis, ça devrait être bon. Là, par exemple, on ne fait l'image en noir et blanc que si on a coché activé, évidemment, sur la partie noir et blanc, c'est ce que ça fait ici, mais qu'on n'a pas déactivé la partie Edge Detection pour éviter qu'on donne à l'algorithme de noir et blanc une frame qui n'est pas dans le bon format. Alors, voyons voir si ça empêche d'avoir notre erreur de tout à l'heure. Ok, on sélectionne notre fichier. Voilà. On lance notre fichier, la détection de contour, elle fonctionne toujours comme avant, le noir et blanc, il fonctionne toujours comme avant. Si on met les deux ensemble, c'est OK. Pourquoi est-ce que là, on a la Edge Detection? Simplement parce que lui, il est capable de le faire, sauf que vous voyez qu'on n'a plus l'erreur de tout à l'heure, qu'on active ou désactive le noir et blanc, il est bloqué par le fait d'avoir la détection de contour qui est activée. Alors si on veut éviter d'en avoir un qui prend le dessus sur l'autre, je pense que vous commencez à comprendre. L'idée, c'est que pour le Edge Detection, qui se trouve ici, eh bien on va lui dire également aussi note ceci. Hop. Et là maintenant, eh bien on pourra avoir que l'un qui fonctionne si l'autre n'est pas coché. On teste comme ça. Voilà, on relance, on est ici. Lui il fonctionne, mais si les deux sont activés en même temps, ils sont pas d'accord et donc il faut en désactiver un pour que l'autre fonctionne. Et inversement. Alors on peut même aussi, alors là je vais pas vous le montrer en détail parce que vous pourrez un peu explorer de votre côté, mais vu qu'on peut modifier l'état d'un élément, vous pouvez aussi totalement faire en sorte que quand vous cliquez sur activer, ça va éditer l'autre bouton pour le désactiver. C'est totalement possible, c'est en fait avec les fonctions qui permettent d'éditer l'interface graphique, mais ça c'est vraiment selon votre besoin, mais c'est totalement possible. En tout cas là, c'est juste pour vous faire une petite démo, pour vous montrer déjà comment fonctionne l'interface graphique, et aussi vous montrer, regardez là en direct, en enregistrant une vidéo, sans scripter, sans faire quoi que ce soit, il y a moyen de rajouter de nouvelles fonctions en quelques minutes, en quelques lignes.
c'est vraiment super simple et super rapide. Évidemment, c'est simple et rapide quand vous serez un peu habitué à travailler avec OpenCV. Si vous débutez avec, il faudra quand même un peu de temps pour vous familiariser. Et c'est également facile quand vous avez compris le fonctionnement de PySimpleGUI. Mais vraiment, regardez, PySimpleGUI, la doc de PySimpleGUI est extraordinaire. Ils ont vraiment une doc très bien, avec plein de démos, plein d'explications. C'est vraiment génial. Et pareil, hein, OpenCV, Python, doc, c'est vraiment un truc extraordinaire aussi, où il vous donne plein d'exemples, voilà, l'introduction OpenCV, comment est-ce qu'on gère les frames, tout ça, vraiment, c'est vraiment de la doc qui est très cool. Voilà. Bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, vous retrouvez donc le GitHub dans la description avec un peu les explications. Et après, bah, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à le télécharger chez vous, tester, ajouter vos fonctionnalités. Et j'espère du coup que ça vous fera soit de gagner du temps si vous travaillez déjà avec OpenCV, ou alors ça vous aidera à un petit peu démarrer avec OpenCV en simplifiant la mise en place globale. Comme ça, là, la seule chose à laquelle vous allez vous inquiéter, c'est comment faire fonctionner les algorithmes correctement, plutôt que comment faire fonctionner OpenCV tout court, ce qui peut des fois être un petit peu compliqué quand on débute. Ben voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur Twitch, si vous aimez aussi regarder les vidéos en live, hein, les mardis et les samedis à partir de 19 h. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans la description, ou sur Discord ou tous les autres réseaux sociaux que vous retrouverez également plus bas de la vidéo. Voilà, à bientôt, amusez-vous bien et au revoir.